Salut tout le monde et bienvenue à la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Nathalie Simon, l'ancienne mairesse de Châteauguay, qui avait fait 2 mandats. Et je suis revenu avec elle, évidemment, sur comment ça s'est passé l'après-mandat, comment elle avait pris ça, l'élection. Mais on a beaucoup plus jasé, en fait, de son côté citoyenne engagée. Je trouvais ça très intéressant comme discussion sur le fait de participer à sa communauté, la façon qu'on peut ou qu'on veut, et de comment rester informé, comment on peut s'impliquer dans différents trucs. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Bonne émission. Nathalie Simon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon podcast. Ça me fait plaisir, Mathieu. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vus. On se côtoyait de manière professionnelle lorsque tu étais mairesse et que je couvrais un peu avec le bulletin de nouvelles ici. Mais là, j'ai envie de commencer. En fait, tu sais, le podcast, j'essaie tout le temps qu'il soit intemporel, mais on peut comme pas s'y échapper avec ce qu'on vit. Mais comment ça se passe pour toi, la COVID? Comment tu vas? Bien, je pense que je vais bien. Puis comme je dis toujours, je suis quand même chanceuse. Je suis à la maison. Toute la famille est à la maison. On fait tous du télé quelque chose à la maison. Ouais, fait que téléétudes, télétravail. Puis on réussit à pas trop se taper ses nerfs. Fait que c'est quand même... tu sais, je suis quand même, je pense, privilégiée. Mais puis j'ai toujours une pensée pour ceux pour qui c'est plus difficile, puis qui sont tout seuls ou qui, justement, sont coupés un peu plus du monde ou ont perdu leur travail même, ou travaillent trop, comme les travailleurs de la santé. Tu sais, j'ai toujours une pensée pour ces gens-là. Mais en même temps, c'est sûr que je suis une bébite sociale, puis tout cet aspect-là, je trouve que c'est très lourd. Puis on a beau avoir des réunions en Zoom, ça comble pas ce besoin d'énergie qu'on a d'avoir les uns les autres, de se côtoyer, puis d'être prêt, puis d'échanger, puis cette énergie-là qui circule plus, ça me manque énormément. Ah, ça, c'est clair. Puis écoute, je voulais peut-être pas nécessairement, on va y aller tout de suite là-dedans, là, mais tu sais, c'est le côté social, le contact avec les gens, ça fait une partie intégrante de la vie de mairesse. En fait, le contact des gens, j'imagine que ça te manque de ce côté-là. Surtout avec la COVID. Ouais, après les élections, puis tu sais, une fois que tu n'es plus mairesse, il y a toujours une façon d'être en contact avec les gens. Moi, je suis super engagée dans la communauté. C'est sûr qu'avec la COVID, ça aussi, ça met un terme à toutes les activités. Tu sais, plus de chorale, plus de conseils d'administration en vrai, plus d'organisation, d'événements, plus de tout ça. Là, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est tout l'aspect humain qui est mis en parenthèse pendant la COVID. Mais autrement, tu sais, être mairesse, pas mairesse, moi, je suis une citoyenne qui vit dans sa communauté, puis qui a le goût de mettre l'épaule à la roue pour que les choses changent, puis de rencontrer des gens. Fait que ça n'a jamais arrêté, et puis ça n'arrêtera jamais. Oui, et avant de parler de l'après, mais ça me tente de revenir un peu sur qu'est-ce qui t'avait mené à vouloir aller à la mairie, en fait. C'est-tu le côté, ton côté engagé que tu parles, qui est là depuis longtemps, puis de dire j'ai envie d'essayer ça? Je l'ai dit puis je l'ai répété souvent. Oui, j'ai des convictions. Puis les gens connaissent mes convictions. Après 8 ans à la mairie, puis avant ça, comme journaliste, les gens savaient où dans quelle niche j'étais. Là, mais pour moi, il est important. La démocratie, c'est quelque chose de très, très, très important. Et il est important que le citoyen retrouve sa place dans le processus démocratique. Ça, c'était toujours quelque chose qui m'avait allumé, puis je trouve qu'on perd. On perd de plus en plus, malgré certaines avancées, puis on l'a vu, là, la participation citoyenne, c'est quelque chose qui est très, très, très en vogue, très, très, très à la mode, mais comme toutes les choses qui sont à la mode et en vogue, parce qu'il y a un pan de la communauté qui en parle puis qui veut que ça se produise, c'est pris par les politiciens, puis c'est édulcoré, c'est-à-dire que ça perd sa véritable... Tu sais, quand on dit qu'on fait des consultations, c'est pas vrai qu'on fait des consultations. On informe les gens, puis tout ça là, est à bâtir encore. On avait commencé à bâtir quelque chose, mais ça reste à bâtir. La vraie transparence, la vraie communication avec le citoyen, puis que le citoyen se responsabilise, parce que c'est beau blâmer les élus, mais le citoyen a une responsabilité, puis c'est ça qu'on essaye d'amener aussi, parce que quand on dit on n'est pas consulté,
sais, ben il y a un devoir aussi de la part du citoyen de s'informer. Oui, c'est ça. Fait il y a aussi, tu sais, il n'y a pas juste des droits, il y a des devoirs qui accompagnent les droits. Et c'est tout ça, moi, je pense, qui m'interpellait, parce qu'on parle beaucoup des contribuables, mais un citoyen, là, c'est un actionnaire d'une ville. C'est pas quelqu'un qui achète un service. Ouais. Il doit être partie prenante, puis il doit influencer les élus sur les décisions qui sont prises. Puis ça, c'est un rôle de tous les instants. Oui, mais c'est le mot contribuable, moi, ça m'horripile. On dirait que j'aime pas ce mot-là. On dirait que c'est comme le portefeuille. On pitche de l'argent, puis où on va chercher de l'argent, en fait, dans les poches, puis il y a comme une cassure. J'aime mieux comme citoyen le côté plus. Ça enlève le côté, ouais, c'est ça. C'est comme si ta ville, c'était un donneur de service, puis c'est plus l'endroit où tu habites. Oui, c'est ça. Moi, je m'excuse, j'habite ma ville, puis quand il y a des décisions qui sont prises, ben j'aime ça y prendre part. Autant comme citoyenne que bon, peu importe le chapeau qu'on porte, là, mais à quelque part, à un moment donné, il faut qu'il y ait ce débat-là continuel entre les représentants de la population et la population. Parce que c'est pas vrai qu'on est... Moi, j'ai toujours dit, c'est pas une job de pouvoir être élu, c'est une job de service. Ben, puis, oui, t'es au service de la population. Ouais. T'es pas là pour imposer rien, t'es là pour écouter les gens, puis t'es là pour livrer la marchandise après. Ouais. Puis c'est sûr qu'on s'entend, là, quand on dit écouter les gens, c'est pas écouter un, puis un, puis un. C'est ça, là, je m'en allais dire. C'est là que je m'en allais, parce que j'étais comme... Aussi, comment ça peut s'articuler dans le contexte que le Châteauguay, c'est 50 000, en tout cas, je sais plus le chiffre exact. Là, ouais. Ça approche 50, un peu plus, mais là, c'est ça, tu peux pas, à chaque fois, tu fais, OK, là, on veut faire, je sais pas, changer la vitesse là, tu as les 50 000 qui donnent leur opinion. Là, parce qu'à un moment donné, ça finira plus, là, tu sais, il y a est-ce que tu as réfléchi un peu à ça? Comment ça peut s'articuler? C'est là que ça prend le dialogue constant. Parce que, tu sais, à un moment donné, les villes ont des obligations à rencontrer. Fait qu'il y a des politiques qui arrivent de Québec, là, qui nous disent, il faut préserver tant de milieux naturels, il faut récupérer tant de matières récupérables, recyclables, il faut composter, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réduire les déchets. Bon, il faut donner du transport en commun. Il y a plein d'objectifs qui sont donnés par les gouvernements qu'on dit supérieurs, puis qui arrivent sur le terrain des villes. Puis là, les villes doivent répondre à ça. Parce que, tu sais, il y a un paquet de règles qui arrivent, que le citoyen peut-être pas au courant, parce qu'il n'est pas évidemment dans les affaires municipales tout le temps. Lui, il travaille, il a ses affaires, sa famille, ses loisirs, etc. Mais c'est ce dialogue-là. Il faut informer. C'est le dialogue constant qu'on doit avoir. Puis c'est un gros travail, puis c'est un gros contrat. Puis oui, ça peut ralentir aussi la prise de décision. Mais il faut que tout le monde soit au diapason, puis il faut que tout ça soit mis dans la marmite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, écoutez, moi, j'ai cette obligation-là à rencontrer. Votre souhait de citoyen à vous, c'est ça. Comment on essaye d'arriver à quelque chose ensemble pour aller là? Des fois, ça va moins vite. Des fois, la population n'est pas prête. Des fois, on arrive avec des choses, puis c'est juste 5 ans, 10 ans plus tard que la population... Tu sais, on ne parlait pas de changement climatique comme on parle de changement climatique maintenant. Il y a 10 ans, là, les gens sont prêts. Mais ça prend un travail en amont, ça prend un travail de commencer à informer les gens, commencer à ce que le chemin se fasse, qu'on en entende parler, que les gens soient au courant, qu'on en parle de plus en plus. Puis ça, c'est un devoir... Puis moi, je pense que c'est un devoir qui est collectif. Il y a tous les acteurs de la société doivent parler des choses qui doivent être faites. Oui, c'est ça. On dirait que là, quand tu me disais ça, ça me faisait rappeler, on a fait une émission avec les différents maires et mairesses. Du coup, on avait eu M. Daou à Saint-Louis-de-Gonzague, puis qui nous parlait ça fait longtemps, là, début 90. Lancez-moi pas de roche, c'est un peu flou, mais il voulait justement, tu sais, c'est très rural, puis il voulait mettre un système d'assainissement des eaux. Je sais plus trop exactement l'affaire, mais là, ça chialait, c'était cher, les gens voulaient pas, blablabla. Mais il a réussi à le passer parce que là, il essaie de faire comprendre. Oui, OK, là, vous comprenez peut-être pas, mais sur 20 ans, en tout cas. Puis là, aujourd'hui, ces gens-là, je les revois comme. Puis ils me disent, mon Dieu, qu'on était cave d'essayer de te bloquer. Parce que là, on a les infrastructures. Aujourd'hui, on les aurait pas eues, tu sais. Non, tout à fait. Puis que là, aujourd'hui, on voit parce que la ville grossit, puis que là, tu sais, ça serait. En tout cas, puis tu parles de ça, puis c'est ça aussi, c'est une difficulté. Parce que, tu sais, entre avoir une vision à long terme du développement de la ville ou de comment la ville va se développer ou redévelopper ou les défis que la ville aura à rencontrer dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on est dans une... tu sais que c'est les gestes qui se posent ne sont pas des gestes qui ont des effets rapides non plus. On n'a pas les résultats tout de suite dans le visage. Fait que c'est des gestes qui paraissent pas, mais c'est des gestes qui font qu'on se prépare à être capable d'affronter ci, affronter ça, être capable de répondre à telle affaire.
quand on le fait pas, parce que on préfère faire des petits gestes rapides qui sont payants politiquement ou je sais pas, ben à un moment donné, il y a des et la facture et les répercussions collectivement sont énormes. Puis on le voit, on peut juste parler des infrastructures partout au Québec. Là. Je veux dire, ça a été un gros débat il y a 10 ans, 15 ans. Là, tout d'un coup, tout s'est mis à tomber. L'échangeur Turcot, tout tombait. L'échangeur Saint-Pierre, le pont Mercier, le pont Champlain. Donc, tout tombait en même temps. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, on a toujours repoussé par en avant les choses qui avaient dû être faites parce que c'était pas politiquement sexy de le faire. Ou de la réparation de l'entretien, c'est pas l'affaire sexy de dire on met un nouveau pont, une nouvelle affaire. Couper les rubans, c'est toujours attirant, le fun. Ben oui, puis là, on a un projet, puis ce projet-là, il est vendeur, puis les gens se reconnaissent. Alors que là, on va juste réparer de l'asphalte, puis du béton, puis on va faire du trafic, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis c'est pas... Tu sais, c'est rien de gagnant, mais à quelque part, il faut être responsable aussi en tant qu'élu, puis il faut toujours faire les choses quand elles doivent être faites. Puis il y a des gouvernements à travers le monde qui ont passé des règlements où les gens sont obligés, les élus en place, par la loi, sont obligés de voir parce que sinon, ben les écarts sont trop grands puis on n'arrive pas à réparer à faire le rattrapage. Puis tu sais, il y a aussi tout ça dans le développement des municipalités. Qui se pose la question à savoir si quand on... Parce que les gens pensent à tort que développer, ça amène des nouvelles taxes, donc ça va me permettre d'avoir un compte de taxes plus bas. Et si c'était le contraire? Et si développer, faisant en sorte que les investissements que je vais devoir faire en tant que municipalité sont plus importants que l'argent que je vais recevoir des nouvelles taxes? Puis dans la majeure partie des cas et des villes dans la grande couronne de Montréal, c'est ça qui arrive. Donc, on verrait le développement à tout prix d'une autre façon. Là. Ben, c'est parce qu'on dirait que quand c'est parlé, on développe, on parle, ben voici tant de maisons, condos, maisons de ville, machin. Fait que là, tu te mets à dire, ben là, c'est tant de maisons à telle valeur à peu près. Fait que là, voici la taxe, mais il faut que tu mettes de l'aqueduc. Des faut que tu donnes des services, faut que des trucs qui vont aussi se briser, donc d'autres trucs à réparer dans le temps, tu sais, qui est tout le temps de l'entretien en ses talents. Là. Et au-delà de ça, je dirais, puis là, on regardera ce qu'on vit comme problème collectif, là, mais juste les réseaux d'égouts d'aqueduc, là, c'est pas sexy de parler de ça, là, puis je comprends que c'est pas le fun, mais tu sais, c'est une réalité auquel on doit réfléchir. Quand on fait des choix, là, on fait généralement le choix qui coûte le moins cher, c'est-à-dire qu'on prend le tuyau le plus petit pour les besoins de l'époque. C'est-à-dire, en 1960, quand j'ai construit mon réseau, j'avais 20 maisons. Ben, j'ai fait des réseaux pour 20 maisons. Puis là, vite, je suis devenue 40 maisons. Puis vite, je suis devenue 60 maisons, puis 100 maisons. Puis là, mais mon tuyau était juste bon pour 20 maisons. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce qui arrive. Et ce qu'on vit dans plusieurs municipalités, c'est que le réseau n'est pas suffisant. Déjà pour la taille de ville qu'on est. Donc, tout ce qui arrive en surplus, ça ajoute une pression. Ça bloque, ça surverse dans la rivière, etc. Là, je veux dire, il y a plein de problèmes de refoulement dans les maisons, plein d'affaires. Fait que c'est des questions qui sont pas sexy, mais qui doivent préoccuper beaucoup de monde. Mais ouais, puis c'est ça. Mais ça m'amène aussi... parce qu'on entendait, j'imagine que tu étais là-dedans, mais depuis plusieurs années, là, on entend les maires, les mairesses parler de le changement de financement des villes, en fait, parce que justement, c'est beaucoup axé sur les taxes foncières ou sinon, quémander des subventions d'en haut, mais sauf que dans le day-to-day, c'est là que justement l'aqueduc, il y a quelque chose qui brille, ça se passe vite, c'est pas dans des grandes organisations. Fait que là, c'est le temps, l'argent, fait qu'il y a quelque chose aussi qui crée peut-être aussi ce climat-là de continuer à développer parce qu'il y a comme pas de réflexion, c'est comme... puis ça a une fin, hein. Je veux dire, en quelque part, à un moment donné, je veux dire, comme Châteauguay, c'est construit, là, on se cache pas à 90%. Quand vous regardez le champ, l'autre bord, là, ça s'appelle plus Châteauguay, ça va s'appeler Saint-Isidore au Mercier. Quand on regarde, qu'on est sur le bord de la 30, là, on n'est plus chez nous. Donc, il reste plus tellement de terrain à construire. Puis s'il y en a, on veut les conserver parce que c'est des boisés. Cette stratégie-là, elle fonctionne plus. Ce qui est payant pour une ville, c'est de se reconstruire là où il y a des infrastructures qui sont déjà là pour recevoir le redéveloppement. Mais effectivement, puis quand on voit ce qui se passe dans le monde en matière de financement des municipalités, je pense qu'il y a toute une réflexion à y avoir où va notre argent. Parce que c'est sûr que, on paye des impôts fédéraux, on paye des impôts provinciaux, puis après ça, on va payer des taxes foncières aux municipales, puis c'est toujours le même citoyen qui paye aux trois endroits. Oui, c'est ça. Alors que
Puis moi, je suis une grande militante de ça. Puis quand j'étais à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec et tout ça, sur le conseil d'administration, j'ai toujours, avec des collègues, dit la même chose. Ce qui se passe, ça se passe sur le terrain. Peu importe les grandes orientations des gouvernements supérieurs, ça arrive toujours sur un terrain. Puis le terrain, bien, il est municipal. Ouais. Puis c'est là que l'argent devrait aller. Et dans les villes, quand on fait des missions à l'étranger pour voir comment ça fonctionne, pourquoi ils sont tellement performants en matière d'environnement, en matière de transport en commun, en matière de tout ce que tu veux, de loisirs, de tout ce que tu veux, c'est parce que l'argent, elle arrive rapidement sur le terrain. On n'est pas obligé de faire des demandes de subventions à tout bout de champ. Puis ça prend de l'énergie, ça coûte de l'argent. Ça paralyse le système. L'argent devrait... Le même argent qui est disponible, là, qu'on lance des programmes de subvention, pour moi, devrait être partagé au prorata des villes. Par citoyen, par tête de pipe, chaque ville reçoit son argent du provincial, du fédéral. Puis les citoyens, ils votent. Je veux dire, les élus, là, on dit des administrations, on a nommé la gouvernance de proximité, mais les élus sont élus aussi par les citoyens pour faire les projets sur le terrain. Fait que c'est à eux de décider s'ils veulent avoir une aréna, changer l'aqueduc, un parc, etc. C'est pas... on n'a pas... Quand on attend toujours qu'il y ait 3 piastres qui se dégagent en subvention, puis ça, je pense que ça serait une grande réforme qui rendrait tout le monde beaucoup plus efficace dans toute l'atteinte de tous les objectifs, autant du fédéral que du provincial, parce que ça se passe sur le terrain toujours. Peu importe les objectifs qu'on a, que ce soit la fameuse politique de gestion des matières résiduelles, là, c'est un beau mot pour dire la gestion des déchets, que ce soit le recyclage, le bac brun ou bien la poubelle, tout ça, ça arrive sur le terrain. Fait que, tu donnes des politiques, tu t'envoies l'argent sur le terrain, puis il faut pas que les villes à quémander. Ça, c'est lourd pour une machine de jour avoir quémandé puis faire des résolutions pour avoir le droit de... C'est excessivement lourd. Donc, t'envoies l'argent directement sur le terrain, ils réparent leur aqueduc, ils réparent leur route, ils font ce qu'ils ont à faire, puis quitte à avoir un système de pointage, savoir si tu remplis bien tes responsabilités en tant que municipalité. Ben là, parce que, mettons, tu dis pour justement les déchets recyclage, c'est correct aussi de dire, que de mettre une norme aussi pour pas que d'une ville à l'autre, ça bouge, mais de dire, regarde, on essaie d'atteindre ça. Après ça, là, comme tu dis, l'argent est en bas. La manière que vous faites pour y arriver, au pire, c'est pas tant grave, mais l'idée de dire, on va atteindre tel pourcent, telle affaire. Mais c'est ça, puis ça amène un peu à parler justement le fameux corridor vert ici. Mais on dirait que moi, quand j'ai commencé à suivre ce dossier-là, fait quelques années déjà, mais quand tu te dis, OK, le gouvernement, que ça vient tout le temps de plus haut, puis dire, on veut, OK, le 17% de zones protégées, OK. Puis là, ça descend, puis là, ça dit, faites-les. OK, mais comment? On dirait qu'il y a comme une disconnexion dans mon cerveau de dire, c'est facile de dire, faites ça, puis après ça, les villes arrivent, mais j'ai pas l'argent. Les riz qui sont minuscules, ils n'ont pas nécessairement d'argent pour... C'est sûr que c'est des gros défis. Il y a des outils... il y a des outils réglementaires aussi puis c'est là-dedans qu'on est, là, dans tout le débat récemment là, sur la conservation du corridor vert. Mais clairement que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des grandes orientations gouvernementales, puis qu'on laisse le soin aux villes, aux municipalités de répondre à ces objectifs-là sans leur donner les moyens de le faire. Puis ça a toujours été ça. Le problème, c'est que les villes, ce ne sont plus uniquement ce qu'on appelle des villes concierges, c'est-à-dire des villes qui voient oui, c'est encore leur rôle, déblayer les rues, ramasser les poubelles, donner de l'eau. OK, avant, c'était ça, les villes. C'était le champ les pompiers puis la police. OK? C'était ça, les champs de compétences des municipalités. Mais au fil des ans, depuis une trentaine d'années, ça s'est élargi considérablement au niveau communautaire, au niveau de la culture. Il y a plein de choses pour la conservation de l'environnement. Il y a plein de choses où les villes sont interpellées et doivent poser des gestes. Et là, le plus simple, ça serait que l'argent, comme je dis toujours, que l'argent descende jusque dans les municipalités sans qu'elles aient à le demander, sans qu'elles aient à remplir des formulaires, de la reddition de comptes. Tu sais, c'est pas... Les gens pensent que c'est facile de demander une subvention. Non, parce qu'ils donnent ça d'argent puis ils ont ça de dépenses toujours, tu sais, de demandes. Tu sais, on ouvre un programme, tu sais, ça a l'air gros, 200 millions, puis ils ont pour 1 milliard de demandes. Fait qu'à quelque part, il faut qu'ils choisissent. Non, envoie l'argent au prorata aux villes,
puis elles décideront qu'est-ce qu'elles veulent se faire, comment elles vont le financer, est-ce qu'elles ont l'argent, est-ce qu'elles veulent emprunter, et c'est ça, mais tout le monde sera logé à la même enseigne, tout le monde aura l'argent disponible, payé à même les taxes des mêmes contribuables. Pourquoi une ville doit faire des demandes de subventions alors que les citoyens, dans leurs taxes, dans leurs impôts, ils vont finir par financer des infrastructures dans d'autres municipalités, puis que leur municipalité n'a jamais ou pas beaucoup d'accès à ces subventions-là. Non, ça, c'est la partie ridicule. Puis les subventions, juste pour voir ici, là, ma patronne, la directrice, quand il y a les demandes de subventions, là, ça y prend un mois, c'est pas plus, mais c'est pas à temps plein, là, mais là-dessus, puis c'est des demandes et des demandes, puis à la fin, c'est pas pourtant c'est pas une grosse enveloppe qu'on reçoit, mais avec des demandes, des affaires tellement précises et que tu dis, OK, mais... Puis toute cette énergie-là devrait être mise à faire autre chose. À créer du contenu. Notre mission, c'est d'essayer de parler de la région ici, mais on passe beaucoup d'énergie à essayer d'avoir de l'argent au lieu d'avoir cette énergie-là juste pour développer des concepts. Puis comme les villes devraient avoir l'énergie de donner des services puis de créer des affaires pour les citoyens plutôt que d'avoir cette reddition de comptes-là à faire auprès des gouvernements. C'est ça. Mais... Puis, je voudrais revenir, en fait, là, je pense qu'on a bien parlé de ça, mais comment tu t'es senti quand tu as perdu la dernière élection? Comment ça s'est passé? Ça a été douloureux. Ouais. On est toujours conscient qu'on ne plaît pas à tout le monde, puis on est toujours conscient qu'il y a des gens que, peu importe ce que tu vas faire, ne voteront jamais pour toi. Puis il y a des gens qu'on n'a pas pu, pour X, Y, Z raison, leur donner raison, puis ces gens-là vont se retourner aussi. Puis les gens aussi votent pas toujours ils votent avec l'émotion, votent pas toujours avec la raison non plus. Mais j'ai trouvé ça très dur. Je veux dire, c'est comme j'ai comme eu un coup de pelle. J'avais toujours demandé, d'avoir la grâce de me rendre compte si j'étais plus la personne, puis de tirer ma révérence par moi-même. Mais j'ai encore pas ce sentiment-là. J'ai pas encore le sentiment de pas avoir été la personne de l'emploi, puis que les gens, j'ai beaucoup de commentaires de gens là, qui s'ennuient de moi. Mais bon, ceci dit, ça a été, j'ai comme un choc post-traumatique après ça. Là, c'est vraiment, t'es sonné. Nos sondages, notre travail terrain, ce qu'on avait comme information, laissait pas présager ça comme ça. Peut-être que ça aurait été plus serré, peut-être qu'on n'aurait pas eu, ça aurait été partagé comme conseil, mais qu'on ait été nettoyé comme ça, on l'a pas vu venir du tout. Puis c'est sûr qu'après ça, on se pose plein de questions, puis on revient là-dessus, puis on prend acte, puis on continue. Puis comme je dis, moi, je suis une citoyenne engagée, fait que c'est pas parce que j'ai perdu mes élections que je n'occupe pas l'espace public pareil. Mais quelle question tu t'es posée, en fait, de savoir si... Tu dis, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? La perception des gens. Puis la difficulté aussi. Puis moi, je pense aussi que la difficulté, puis pour en avoir parlé avec beaucoup de gens aussi, c'est que il y a aussi un vote comme... il y a un désintérêt où il y a des gens il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voyons, on était sûr que tu allais rentrer, on n'est pas sorti voter. Fait que quand on est quand même resté, nous, avec beaucoup de nos feuilles, le moyen de faire sortir les gens, d'achaler les gens jusqu'à temps qu'ils aillent, c'est d'aller cogner à la porte puis les prendre par la main pour qu'ils sortent voter. C'est clair que si ce 30 % qu'on avait identifié, qui n'est pas sorti voter, était sorti voter, ça aurait peut-être certainement fait une différence. Mais c'est tout ça qui interpelle, puis peut-être qu'il y avait peut-être un besoin de changement, mais tu sais, moi je dis toujours aussi, il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite, ça peut arriver, mais c'est ça, tu sais, fait que... Mais j'ai l'impression, tu sais, le mot changement, on l'entend tellement, changement, on a besoin de changement, mais des fois tu te dis, mais changement, pourquoi? Tu sais, on dirait que le mot est lancé, mais il n'y a pas vraiment de résonance, ou il n'y a pas de grip, par l'anglicisme, mais tu sais, on veut du changement. Oui, on veut du changement, puis on pense que parce qu'on va changer les individus, le changement va arriver. Mais dans le monde municipal, puis pour plein de raisons, dont celle qu'on doit toujours rendre des comptes puis demander la permission au gouvernement provincial puis fédéral pour beaucoup de choses encore, moins, parce qu'on a obtenu gain de cause sur certaines affaires, c'est long.
les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Puis un mandat, c'est court pour faire arriver des choses. Puis au bout de 2 mandats, tu arrives à faire des choses. Puis oui, il y a des projets que tu vois, que tu expliques aux gens, ça, c'est une vision, mais c'est une vision pas pour demain puis après-demain, pour après-demain. C'est-à-dire que on verra pas ça avant 2030. Mais il faut commencer à mettre le cadre réglementaire, puis il faut commencer à travailler là-dessus pour que ça arrive en 2030. Mais les gens, on est dans une société du tout de suite. Ouais. Ah, elle avait dit qu'on aurait un centre-ville, on l'a pas eu. Ah, tu sais, Westcliff a pas. Mais il y a tellement de choses aussi que les villes contrôlent pas. Ça, les gens comprennent pas non plus. C'est pas parce que c'est dans le territoire de la ville que la ville a nécessairement son mot à dire sur le développement ou, tu sais, on n'a pas à bloquer ou pas bloquer. Si Westcliff, le faubourg Châteauguay développe pas, là, c'est pas à cause de la ville. C'est à cause de l'investisseur qui est pas là pour mettre ses sous, tu sais. Puis ça, ben, les gens pensent qu'elle l'a bloqué. Non, elle n'a pas bloqué. Moi, j'aurais été heureuse qu'il y ait des magasins pas loin, là. Mais non. Puis ça, c'est dur. Puis il faut l'expliquer puis le réexpliquer. Puis oui, les choses se mélangent un peu, c'est ça. Mais c'est ça aussi, tu sais. Fait que les gens pensent, tu sais, on veut du changement. Mais alors que dans les municipalités, on voit que dans les municipalités où les maires ont été là plus longtemps, c'est là où les changements vraiment de fond, la figure ou l'image de la ville a complètement a pu changer. On pense à Valleyfield, par exemple. Denis Lapointe, qui était un excellent maire, a été là pendant plus de 20 ans. Et c'est là qu'on a vu que les projets ont fini par aboutir pas longtemps avant qu'il prenne sa retraite, mais ça a pris 20 ans avant qu'on voit que le centre-ville a changé de look, ça a été plus attractif, etc. Donc, ça prend... Puis même Drummondville, ça aussi, ça a pris 20 ans. Donc Vaudreuil, Guy Pilon, ça fait quelques mandats qu'il est là, on le sent. Là, que... Puis au-delà des individus, tu sais, c'est ça qui est triste, c'est qu'au-delà des individus, il y a des choses qui doivent être faites, puis qui transcendent le politique. C'est-à-dire que c'est au-delà de la vision politique, je comprends, là, qu'on peut être vouloir des affaires différentes. Mais en bout de ligne, il y a des choses dans le municipal qui doivent demeurer puis pour lesquelles on doit continuer à travailler sur le travail qui a été fait avant nous. Et ces administrations-là, peu importe qui est à la tête, qui finissent par avoir des... Parce que quand tu changes de direction à tout bout de champ, c'est sûr que tu n'as pas de résultat en bout de ligne. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu... Parce que tu dis, ça, tu vois plusieurs mandats, mais est-ce que tu vois comme un espèce de limite? Parce que des fois, là, il y avait des questions aussi. Ben là, il y avait aussi la vieille garde. Ça, c'est une question auquel j'ai eu à répondre dans des groupes de discussion au niveau provincial parce que je participe à plusieurs choses dans l'influence politique. Là. Puis... notamment ça, tu sais, mais quand on sait qu'au Québec, la moitié des villes sont élues par acclamation, ça veut dire qu'il n'y a même pas 2 candidats à la mairie. Là, hein? Donc, la moitié des villes, les maires sont élus par acclamation. Puis, dans 20% des villes, il n'y a même personne qui se présente. Fait que, tu sais, on n'est pas si nombreux au Québec. Puis la job n'est pas si tant intéressante qu'on pense que les gens vont parce qu'on fait ça, on va finir par avoir du monde. Tu sais, c'est pas la longueur du mandat, c'est la difficulté. On arrive à un bout à un moment donné, quand on a une bonne personne, on peut la garder, puis ça, il y a des élections à tous les 4 ans, on choisit si la personne est bonne ou pas bonne. Puis la personne, si ça y tente de continuer aussi, parce qu'il y a ça, là, tu sais, c'est tout un mélange de choses. Mais après ça, tu sais, moi, j'en connais des gens qui sont maires parce qu'il n'y a personne d'autre. Tu sais, à un moment donné, c'est lourd aussi, tu sais, quand Non, mais, quand t'es rendu à 80 puis tu peux plus partir parce qu'il y a personne pour prendre la relève, là, tu sais. Ça, c'est fou, mais l'autre fois, j'avais... l'autre fois, fait un petit bout, là, mais aux dernières élections, on avait couvert un débat à Vaudreuil. Puis là, tu regardes Guy Pilon, il y avait, je pense que c'est Pierre Séguin qui se présentait compte. Là, tu as le débat, mais c'est là que tu te rends compte, tu sais, municipal, c'est un peu comme ce qu'on parle depuis tantôt, c'est qu'il y a beaucoup le day-to-day, les poubelles, les affaires, tu sais. Fait que t'as pas tu sais, c'est pas un débat idéologique, tu sais, comme plus tu montes les niveaux, plus ça devient, tu sais, la gauche, la droite, le conservateur. Tu sais, on dirait que plus tu descends, il y a un petit peu moins de ça, tu sais, oui, il y a peut-être... et pourtant, il devrait y avoir, parce que, tu sais, en quelque part, je pense qu'on doit donner une orientation à sa municipalité. Je comprends que c'est plus terrain qu'au niveau provincial puis fédéral, mais il y a quand même une notion d'avenir ou de vision pour l'avenir qui doit être prise en compte puis de savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme ville. Parce que
Juste qui est l'aspect concierge dont je parlais tout à l'heure, qui était de ramasser, de faire le déneigement, de ramasser les poubelles ou de donner de l'eau. On n'a pas besoin d'un conseil municipal pour ça, là. On a besoin des bons directeurs de service. Puis là, c'est là qu'on dit, à quoi ça sert un élu? Un élu, là, c'est pas... Puis là, j'en ai qui vont certainement, les cheveux vont leur dresser sur la tête, mais c'est pas là pour gérer la ville. La ville, elle est administrée par une équipe administrative. Il y a un directeur général, il y a des directeurs de service, il y a des employés, puis c'est à eux à donner la prestation de service puis à donner le service. OK? Es-tu en train de dire que le maire ou la mairesse, c'est pas le roi de la place qui fait ce qu'il veut? Puis le conseil municipal, c'est comme un conseil d'administration d'une grosse business, là. Ouais. C'est pas autre chose. Puis le maire et les conseillers municipaux, c'est comme si on avait, moi je dis toujours un bateau, là, puis une voile. Ben, il y a quelqu'un qui a les mains sur le gouvernail. Ben, les mains sur le gouvernail du bateau qui doit arriver à bon port, c'est le directeur général avec ses marins puis tout ça. Puis nous autres, on est le vent qui souffle dans la voile. Puis on doit dire, ben nous, tu sais, on veut aller plus à droite ou on veut aller plus à gauche. Tu sais, oui, on veut développer, mais on veut le faire de telle façon. Oui, on veut avoir ces objectifs-là. Oui, on veut attirer des jeunes familles. Tu sais, parce que les investissements sont différents si tu vises une clientèle âgée ou si tu sais, peu importe qui tu cherches. Là, si tu veux faire, c'est quoi ton plan de match? Politique, mais dans l'administration des services, c'est la machine municipale. Puis la machine municipale, elle va continuer à rouler, peu importe qui est là. Elle va continuer. Les travaux publics vont continuer à faire les travaux publics. Les loisirs vont continuer à faire des loisirs. Puis ils vont proposer des projets. Puis les élus vont dire, OK, c'est correct. Non, c'est pas correct. Mais il y a des directeurs de services, puis un directeur général. Puis c'est à eux à faire tout ça. Plus le politique s'ingère dans la machine, moins bien va la machine. Et c'est tellement vrai, ça, que quand à Laval, ils ont eu la tutelle après les années Vaillancourt, puis l'autre maire, le Duplessis, qui avait été pris dans un petit scandale, puis qui ont dû mettre la ville en tutelle, il y a un mur qui a été bâti dans l'hôtel de ville, physiquement, un mur entre la partie administrative et les locaux où se rencontraient les élus pour pas qu'il y ait de contact entre les élus et le personnel. Et l'ingérence, là, ça fait partie des motifs, puis on l'oublie, parce que les gens pensent à tort que quand ils éluent, mon conseiller municipal, puis le rôle d'élu aussi, les gens perdent de vue, de sens de c'est quoi un élu. C'est pas d'arrêter la charrue pour dire, ben gars, tu vas arrêter ta run, là, puis tu vas aller déblayer devant la rue là parce que monsieur un tel veut sortir pour aller faire son épicerie ou aller au travail. Non. Il y a des chefs de service pour ça. Toi, en tant qu'individu, tu n'as pas le droit de le faire. Comme tu n'as pas le droit d'intervenir dans les contraventions de police. Comme tu n'as pas le droit de... Puis on voit, il y en a des scandales dans les médias ces temps-ci à partir de deux mairesses là, qui ont voulu s'empêcher d'avoir une contravention pour le stationnement. Ça se fait pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on dirait que des fois, on oublie, on est comme, OK, on voit ça comme... C'est la personne qui gère tout. C'est ça. On manque. C'est tout ça qu'on doit comprendre quand on regarde la ville, puis qu'on doit. Puis c'est dur en tant que nous-mêmes, parce que comme on a les citoyens qui nous appellent, qui nous interceptent. En plus, là, le gouvernement, l'administration municipale, c'est la plus proche du monde. Moi, je vais faire mon épicerie, je rencontre les gens. Je vais m'en prendre ma marche, je rencontre des gens. J'amène les enfants à l'école, je rencontre des gens. On vit dans notre ville, puis on vit avec les gens, puis avec nos voisins. Donc, on est toujours interpellés. Moi, je jardine, puis il y a du monde qui me pose des questions. Fait que c'est tout le temps, constamment. Fait que oui, on est tenté d'après ça de dire, ben hey, tu vas faire ce que je te dis, mais c'est pas de même ça marche. C'est plate, là. Puis ça va peut-être décevoir beaucoup de gens, mais c'est pas le rôle des politiciens de devenir... directeur de service. Parce qu'en plus, c'est qui les politiciens? C'est qui les élus? C'est des représentants de la population. Moi, là, je suis pas une ingénieure, je suis pas une avocate, je suis pas un contremaître, je suis pas... Tu sais, je peux pas dire au contremaître quoi faire, là. Et lui, il peut m'expliquer pourquoi ils le font. Puis là, je vais décider si c'est collectivement, si on va là ou si on va pas là. Mais tu sais, c'est pas moi qui va décider si je dois prendre un... T'sais, oui, je vais décider en bout de ligne comme élu si je paye pour un tuyau de 2 pouces qui va faire les 10 prochaines années ou si je paye un peu plus cher pour les 50 prochaines années. Mais ça, c'est un choix après ça politique. Sur les experts, les scientifiques aussi. Tout à fait. Qui peuvent juste te dire, qu'est-ce qu'on fait? Voici les propositions, ça va faire ça va faire ça. Mais c'est ça, toi, comme tu n'arrêtes pas de dire, tu es une citoyenne engagée, tu as tout le temps été... parce que tu as été journaliste avant. Fait que j'imagine que tu as tout le temps été
Ça remonte à loin, ton intérêt pour la nouvelle ou l'affaire? Oui, j'étais dans le journal étudiant en plus quand j'étais à LPP. Okay. On avait fondé le journal étudiant. Fait que oui, ça revient, ça remonte à loin. Puis je pense qu'il y a une éducation citoyenne. Je pense chaque individu, avec leurs enfants, doivent faire... Moi, ma mère, on était petits, puis elle nous prenait par la main, puis elle nous emmenait faire du bénévolat. Fait qu'on... moi, j'ai plein de gens qui me disaient « Oui, je me rappelle de toi, telle affaire, t'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais. » Fait que oui, je pense qu'il y a un engagement comme ça. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'on est pris par 36 000 choses. Puis on a moins le temps pour être engagé, puis on a moins le temps pour se renseigner, puis on a moins le temps pour avoir des convictions aussi. C'est un luxe, je pense, d'avoir de ce temps-là pour avoir tu sais, quand on... Là, c'est vrai qu'il y a plus de monde qui travaille à la maison, puis on le voit, là, que plus ils ont plus de temps, puis ils ont plus d'opinions aussi. On le voit partout. Mais. Non, c'est vrai. Tu sais, mais quand tu es pris dans le trafic le matin, que tu pars de bonne heure parce que tu as 1 heure de trafic à faire, puis tu as 1 heure de trafic le soir, puis que là, il faut que tu ailles chercher les enfants à la garderie, il faut que tu fasses le souper, les devoirs, coucher les enfants. Quand tu arrives à la fin de la journée, à 8h30, là, je pense que tu as le goût d'aller dormir. Quand tu écoutes un téléroman ou deux, peut-être, après ça, tu n'as pas cette disponibilité-là dans ton esprit pour être interpellé par ce qui se passe. Tu sais, tu t'essayes, mais tu n'as pas toujours cet espace-là. Puis tu n'as pas l'espace non plus pour être bénévole ou pour... tu sais. Puis je pense collectivement, on est en train de... C'est ça qui fait une communauté, c'est cette interaction-là entre les citoyens. Si on fait juste venir dormir à la maison puis s'en aller... au travail, puis on n'est pas engagé dans notre municipalité, on n'a pas le sens de l'appartenance de la municipalité, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être là depuis des générations, puis d'avoir toute son histoire dans les livres, dans l'histoire de Châteauguay, là. Surtout que, tu sais, beaucoup de familles sont arrivées à partir des années 50-60, quand ça s'est développé en banlieue. Mais je pense qu'il faut qu'on retrouve ça. Tu sais, quand on parle du local, l'achat local, consommer local, il y a aussi cette question-là qu'on doit voir à partir de ce qui se passe autour de nous au niveau de notre environnement, de nos parcs, des organismes qui aident les gens, là, tu sais, puis tout ça. Mais c'est ça, on dirait que... Puis, tu sais, il y a peut-être l'effet médias sociaux aussi qui amplifie ça, l'espèce de... On est surchargé d'informations, de divertissements, de plein d'affaires. Puis on dirait que de plus en plus, on est attiré par le titre. On voit juste le titre parce qu'on est sur Facebook, puis on va, il s'est passé ça. Mais on a juste lu le titre, puis on continue. Puis, on est dans l'instantané. C'est ça. Il y a quelque chose qui épuise aussi. Je sais pas, toi, tu le ressens-tu? Ou en tout cas, peut-être que je te demande cette question-là, j'ai besoin d'aide. Parce que je me sens tomber dans le cynisme. Tu sais, c'est sûr que toi et moi, on a comme une génération de différence, tu sais. Puis, moi, je suis peut-être moins happée par les réseaux sociaux, puis tout ça, que tu peux l'être. Je suis moins dans l'instantané parce que, tu sais, je sais, j'ai des enfants puis qui ont cet âge-là, puis je sais très bien que, tu sais, pour eux, si tu réponds pas tout de suite à la question qu'ils te posent en texto, là, c'est tu sais, une minute, là, tu sais, je faisais autre chose ou je suis pas toujours avec mon téléphone dans la main en train de regarder le message. Fait que, tu sais, il y a ça crée une angoisse aussi, là, de pas avoir la réponse, de pas d'avoir le résultat tout de suite. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que collectivement, on a perdu. Puis c'est vrai pour tout. Là. C'est même dans le désir d'avoir des choses ou de se payer des choses. Maintenant, on consomme énormément. On se paye. On comble notre besoin. On n'attend plus. On comble le besoin. Dès qu'on ressent un besoin, on le comble. Tu sais, ça devient... Tu sais, qu'est-ce que tu achètes à tes enfants à Noël, tu ne sais plus parce que tout ce qu'ils ont voulu pendant l'année, ça le sont payés. Puis après ça, il n'y a plus rien de spécial à Noël qui fait plaisir. Là. C'est un vrai casse-tête parce qu'on est dans cette instantanéité-là, dans l'instant. Donc, tout de suite, on comble. Puis, c'est vrai que les réseaux sociaux sont d'abord très prenants, puis qu'on a l'impression que si on n'est pas là en train de regarder tout ce qui se passe, on manque quelque chose. Mais on n'est jamais dans la profondeur. On est toujours dans le superficiel. Puis, on a de l'information en superficiel, puis on a de... Tu sais, c'est vrai avec les réseaux sociaux parce qu'on les a en continu. Mais c'est vrai aussi dans le temps avec tout ce qui est journaux. Tu sais, qui va lire un article jusqu'au bout? Tu sais, les gens vont regarder le titre, vont lire le bas de vignette, puis vont lire
le premier paragraphe, l'amorce du texte pour savoir de quoi il est question. Ouais, puis des fois, tu vas avoir 10% qui vont lire jusqu'au bout. Fait que c'est vrai pour les réseaux sociaux aussi. Tu sais, combien de fois on dit si tu lis ce texte jusqu'au bout, qui va lire ce texte jusqu'au bout? Tu sais, mais personne. Là. Tu sais, ils font j'aime, puis ils savent pas sur quoi ils ont fait j'aime. Puis le nombre de fois. Là, mais là, moi, de toute façon, là, je ne regarde plus les commentaires. Je devrais avoir l'option de juste désactiver ça, mais le nombre de fois que, tu sais, juste là, tantôt avant que tu arrives, je regardais un article sur le hockey, le match d'hier, où je sais pas trop, quelque chose est arrivé, puis là, quelqu'un parlait, il y avait un article, quelqu'un commentait, ouais, puis là, tout le monde fait, t'as pas lu, parce que c'est aucunement question de tout ça. Non, c'est ça. Mais il s'est mis à déblatérer quelque chose parce qu'il a juste lu le titre, il a pensé à quelque chose. Puis il y a des gens qui réagissent juste aux commentaires. Ils n'ont pas lu. Ils voient un commentaire, le commentaire les interpelle, ils réagissent aux commentaires sans savoir de quoi il est question. Donc oui, il y a tout un pan de la communication qui n'existe plus. Puis ça permet évidemment, quand on s'intéresse à la communication entre humains, là, il y a tout une série d'affaires qui se passent, puis tout le monde a sa vérité maintenant aussi. Là. Moi, je veux dire, en quelque part, la vérité, elle n'existe plus. Tout le monde a sa vérité. Ouais, fait que c'est ce que tu crois, c'est la vérité, ben c'est ça la vérité. Fait que comment tu veux arriver à amener des choses, toute opinion se vaut, que tu aies étudié là-dedans puis fait une maîtrise, ben ton opinion elle a autant de valeur que le no-name là, qui va dire ça. Ben là, ben non, je m'excuse. Les scientifiques ont des opinions, puis il faut regarder ce que les scientifiques ou les techniques ont des. Tu sais, il y a des gens qui ont réfléchi à la chose. Mais moi, ça me fait juste. J'ai comme un souvenir. Je pense que ça date de quand tu étais mairesse, en tout cas, peu importe, mais il y a des pourparlers, là, le poste de police, peut-être qu'il allait changer. En tout cas. Mais là, il y avait un article, je pense que c'était dans Le Soleil, qui. Puis c'était juste, dans le fond, le service de la police qui expliquait qu'est-ce qu'il aime. Tu sais, qui me disait, mais tu sais, quand tu regardes l'article, on aimerait ça aller là parce que ça nous prend plus d'espace. C'est bon. Ils disent pourquoi. Et le premier commentaire, c'était un monsieur qui a juste écrit non. Puis là, j'ai même répondu, j'ai fait, d'accord, c'est comme, t'as dit non, c'est pas comme, tu sais, on peut débattre, peut-être que, tu sais, la police, on aimerait ça, mais peut-être qu'on peut, tu sais, dealer. Il arrive un temps où on peut pas débattre. C'est ça. Je veux dire, en quelque part, le dossier de la police, là, le dossier du poste de police, c'en est un exemple là, de dire, c'est un poste de police qui a été construit dans la fin des années 70, où il y avait la police et les pompiers. En plus. Qu'il y avait 40 personnes au total dans cette affaire-là. Ils sont au-dessus 100 policiers dans des locaux. Il faut aller se promener là, dans ces locaux-là pour voir que ça n'a pas de maudit bon sens de faire travailler des gens dans ce milieu-là. C'est pas sécuritaire. Il y a plein de choses. On dépense, mais ça, on oublie qu'on dépense une fortune chaque année à coût de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, on ne veut pas faire la dépense d'un nouveau poste de police. Mais on dépense plus à garder cette affaire-là ouverte qui se détériore parce que ça c'est en ruine que d'avoir un nouveau poste de police. C'est ridicule. Non, c'est ça. Mais ça fait partie de... Mais je comprends aussi que les gens veulent regarder leur compte de taxes. Puis ça, c'est une autre affaire. On parlait de finances municipales puis de compte de taxes là, tantôt. Puis la dette. Tu sais, on parle de la dette, puis tout le monde a ça. Mais une dette municipale, c'est pas comme une dette au provincial puis au fédéral. On n'a pas une ville ne peut pas faire de déficit. C'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement équilibrer son budget. Puis habituellement, ce qu'elle fait pour pas faire de déficit, c'est qu'elle te charge toujours un petit peu plus de taxes parce qu'elle ne veut pas arriver en bout de ligne. Parce que c'est déjà arrivé à des municipalités. Si je te dis ça va te coûter 1$, puis qu'en bout de ligne, ça te coûtait 1,50$, je suis obligée de t'envoyer un autre compte de taxes pour te demander le 50 cents. Oui, c'est ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que je vais te demander 1,50$, puis si j'ai pas besoin de 50 cents, je vais avoir 25 cents de côté. Puis là, c'est là qu'on fait le surplus. OK? Fait que ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on sous-estime les revenus autres que les taxes municipales. Puis, on fait ça, mais pas de façon énorme, là, pas pour faire des gros surplus, mais pour essayer de... Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir combien ça va nous coûter la neige, on ne peut pas savoir si les pompiers ne vont pas avoir 3 feux, 4 feux, 10 feux, on ne le sait pas. Donc, on essaye de se baser sur l'historique, puis on fait à peu près des budgets qui se tiennent, t'sais. Puis on a un petit surplus pour combler si jamais ça dépasse. C'est pas pour les parties, là, le surplus. Non, c'est ça, c'est pas pour les parties puis les voyages. Mais, fait que, tu sais, puis la dette, c'est comme si je disais aux gens...
OK, tu as pris une hypothèque de ta maison, puis quand tu as fini de payer ton hypothèque, là, puis tu veux plus habiter là, tu la donnes au voisin parce qu'elle finit de payer. Ouais. Pourquoi tu ne vends pas au voisin? La dette d'une ville, c'est ça. La dette, c'est pour se payer des infrastructures. C'est pas un déficit d'opération. C'est je me paye des infrastructures et j'emprunte. Et j'emprunte pourquoi? Parce que si tu habites 10 ans, tu vas payer 10 ans. Tu ne paieras pas l'ensemble de la dépense. La personne qui va acheter ta maison après, elle va continuer à payer pour l'utilisation admettons, de l'asphalte ou de l'eau que tu produis ou de peu importe. Tu n'auras pas à le payer, toi, du temps que tu habites à Châteauguay. Si tu habites 10 ans, tu vas payer 10 ans de la dette, tu n'en paieras pas 40. Ouais, les gens qui viennent après vont continuer à payer cette dette-là. Ouais, je comprends. Et c'est juste une équité entre, je te dirais, les générations et les utilisateurs. Oui, c'est ça. Et ça, tu sais, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais dire non, Oui, dans le sens que c'est ça. Mettons, tu te dis, ben, je prends plus de taxes pour le payer d'un coup, mais si quelqu'un déménage, après, tu sais, il a payé un truc. Puis la personne qui arrive après, ben, elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Puis elle l'utilise. Ça serait pas pire, sinon, il faudrait checker à qui ils ont tout changé, on s'en va habiter là. C'est ça, mais non, tu sais, fait que, non, tu sais, mais ça, c'est beaucoup d'éducation à faire au niveau des finances municipales, tu sais, puis... Ce serait peut-être bon, peut-être un cours à l'école, on dirait qu'on n'a pas appris tout. Ben déjà, juste pour les finances personnelles, je pense qu'un cours à l'école, ça serait bon, là, tu sais, mais d'apprendre un peu les rouages de ça, il me semble qu'on... La fiscalité. oui. Le temps avance. On a encore un peu de temps, là, mais écoute, j'ai pas le choix de te demander la question. La politique, t'intéresses-tu encore pour être en avant? C'est une grosse question. Oui, je sais. Sauf que j'ai pas de réponse. La politique, ça m'intéresse toujours. Puis moi, j'estime qu'on fait tous de la politique à chaque minute qu'on vit. Ça, c'est une belle réponse de politique. Non, mais je te dis, je comprends, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis quand j'allais rencontrer des élèves au secondaire, c'est ce que je leur disais, tu sais, tu fais le choix. Tous tes choix, tu n'as pas l'impression que tu fais de la politique, mais tous tes choix sont de la politique. Quand tu choisis d'acheter quelque chose made in China, tu choisis économiquement de supporter une entreprise qui n'est pas chez vous. Fait que c'est un choix politique, ça. C'est un choix politique de dire, moi, j'encourage pas les entreprises de chez nous, j'encourage les affaires qui sont faites ailleurs. Fait que, tu sais, des fois, on n'a pas le choix parce que les choses sont toutes faites là maintenant, mais en bout de ligne, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on fait comme geste. Puis, moi, je dis jamais parce qu'on sait jamais ce qui arrive. La vie, elle est faite d'imprévus. Puis en politique, 6 mois, c'est très long. Tu sais, on sait pas. Tu sais, comme je dis, moi, je voguais ça allait bien mes affaires, puis ça a pris un tournant inattendu dans ma tête au dernier jour. Puis, je pense que il faut pas le faire avec. Tu sais, il faut le faire quand on se sent interpellé. Puis moi, je suis encore interpellée par plein d'affaires, fait qu'il faut pas fermer la porte à rien, mais il faut savoir quand tu sais. C'est tout d'être au bon moment, au bon timing, avec les bonnes personnes. Puis c'est ça qu'il faut regarder. Donc, mais je ferme pas la porte à rien parce que personnellement, tu sais, puis je me dis aussi, c'est pas quelque chose c'est pas une décision qu'on prend tout seul. Tu sais, c'est une décision qui interpelle toute ta famille. Puis ça, je pense qu'il faut voir avec tout le monde là-dedans parce qu'il y a une vie en dehors de la politique, puis il y a une vie après la politique. Puis ça, je veux dire, tu veux rester avec les gens que t'aimes aussi. Oui, c'est ça. Il y a ça. C'est clair que c'est demandant. Là, ça, c'est l'autre partie qu'on parle pas nécessairement, mais je pense que quand on est élu, peu importe, je pense le palier, il y a beaucoup d'heures. Quand tu veux faire la job comme il faut, puis tu veux être prête, tu sais, je veux dire, ça dépend comment tu l'as fait. Clairement, si moi, je m'intéresse aux gens, fait que c'est sûr que je veux être je veux participer à la vie. Tu sais, je veux pas juste être une élue, je veux être une citoyenne. Puis je veux prendre part à ce qui se passe chez nous. Je veux pas juste arriver puis dire bonjour puis m'en aller. Tu sais, ça prend beaucoup de temps. Ça prend tes week-ends, ça prend tes soirs, ça prend de rencontrer des gens, de jaser avec les gens. Puis ça, c'est en plus de la charge de travail qui est importante. On sous-estime là, que les réunions, tu sais, moi je dis toujours,
Ça va, Châteauguay, les gens ont des bons salaires, comme les élus ont des bons salaires, mais ça demande à peu près la même chose à une petite ville, puis les élus ne sont pas payés dans les petites villes. Ouais, je veux dire, ça, c'est un engagement. Oui, parce qu'il y a la MRC, à peu près ça. Ben, la MRC, les ci, les ça, les régies de ci, les régies de ça, le transport, les réunions pour ci, les réunions pour ça, les tels projets, les ci, les ça, ça finit plus. Il y en a, puis c'est prenant. Mais en même temps, c'est gratifiant aussi. Je veux dire, si c'était juste prenant puis il n'y avait pas de satisfaction personnelle à tirer de participer. Moi, je dis toujours, c'est que l'envie de participer à quelque chose de plus grand que toi, là, de participer à améliorer ton monde là, à petite échelle, parce que c'est dans la municipalité, mais quand même, c'est gratifiant. Oui, ça, c'est clair. Puis je voulais revenir, tantôt, je l'avais en tête, puis on a bifurqué. Mais tu sais, quand on parlait justement de dire, on veut que on aimerait que les élus aient des visions à long terme, des projets, des trucs rassembleurs. Puis, c'est ça, tout est arrivé avec le projet du centre-ville. Puis tu sais, on regardait ça. Moi, je me rappelle avoir regardé ça. J'ai fait, ah mon Dieu, c'est ambitieux. Tu sais, puis il y a puis t'as du monde qui dit, ah, mais là, c'est trop gros. Hein, ça va être dur à faire. On dirait que le monde. Ben, pas tout le monde. Là, non, mais je comprends parce que je les ai entendus, ces affaires-là. Puis tu fais comme. Mais. Je veux dire, c'est une vision à long terme. On veut que, qu'on se fasse proposer des affaires, puis là, la seconde qu'on se fait proposer, c'est trop gros. Oui, puis mais c'est parce que le changement, ça amène la peur, puis la peur, ça paralyse. Hein? Fait que quand on joue sur la peur des gens, on paralyse, puis on fait rien, finalement. C'est ça. C'est sûr que c'est ça que je disais. En quelque part, la vision du centre-ville, c'est une vision à long terme, puis on doit compter sur les propriétaires de la rue pour faire des choses. La ville, elle ne peut pas racheter tout le monde puis dire, on rebâtit comme ça. Mais clairement, qu'on regarde, peut-être qu'on était un peu trop à l'avant de notre temps, mais je regardais dans la presse il y a quelques jours où ils parlaient des propriétaires, les investisseurs de centres d'achat, là, parce que les centres d'achat, c'est souvent la propriété de holdings là, qui font des investissements immobiliers. Hein? C'est pas nécessairement des opérateurs de commerce. Non, c'est ça. Puis ce qu'il disait, c'est que, puis nous, on l'avait déjà entendu, puis on le sait que ça s'en vient, mais de faire comprendre aux gens qu'une mare de stationnement, une grande étendue de stationnement. Puis on le voit, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le centre d'achat en ce moment? Il n'y en aura plus de stationnement bientôt au centre d'achat sur le boulevard d'Anjou. Là, hein? Ils sont en train de construire des boîtes dans le stationnement. Ça coûte cher en taxes, un stationnement, puis ça rapporte rien. Ben non, c'est ça. C'est des autos qui sont là, puis les autos qui sont là, elles n'amènent pas une plus-value. Ouais. Alors que quand on construit sur le terrain, il y a une rentabilité parce que je loue des locaux, le propriétaire du terrain, il y a un retour sur son terrain qu'il n'y a pas quand il y a du stationnement. Fait que c'est sûr que ça s'en vient. Mais quand moi, j'ai exprimé l'idée, c'est sûr que j'ai passé pour une déconnectée puis tout ça. Quand on disait de faire du stationnement souterrain, voyons donc, qu'est-ce qu'a fait le 10-30? La première chose qu'il a faite dans son nouveau square, c'est de faire exactement mais c'est correct au 10-30, puis nous, à Châteauguay, on est un peu là-dedans. On aimerait ci, on aimerait ça, on voudrait ci, on voudrait ça, puis quand on le propose, non, je veux ma petite campagne, je veux ci, je veux ça. Non, Châteauguay va être, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, puis j'ai toujours dit, ça tient pas de Nathalie Simon, puis ça tient pas de Pierre-Paul Routier, puis ça tient pas du prochain maire, puis ça tient pas de personne. Qu'on le veuille ou pas, il y a des impératifs qui sont beaucoup plus grands que la volonté citoyenne ou que la volonté d'un entrepreneur ou deux entrepreneurs. C'est un mouvement qui va s'accentuer parce que pourquoi? Il n'y a plus de terrain disponible dans la municipalité ou dans les municipalités de la grande région de Montréal. Il y a un besoin de densifier. Qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, là, il y a plus de monde puis il y a moins de terrain. Fait on n'a pas le choix que de densifier. Ensuite, le commerce au détail est en train de changer. On a reçu, on en faisait des conférences avec des gens, le Jacques Nantel et tout, qui est une sommité, qui sont venus dire non, c'est plus de même. On n'a plus besoin des grosses surfaces. Les gens, ils n'ont plus besoin d'avoir des inventaires à pu finir. Tout arrive par Internet, etc., etc. Il y a une transformation du commerce qui est en train de se faire. Puis toutes ces transformations-là, nous, on les avait anticipées. On avait une vision pour 2030, 2040. Mais on l'a dit en 2010. C'est plate, là. Ouais, c'est mais c'est clair que ça se fait pas comme ça. Mais la transformation va se faire. Puis dans quelques années, on va arriver à ce ça se fait pas si vite. Les acteurs sont pas toujours les bons acteurs non plus. Pourquoi ça arrive bien dans d'autres pays, je dirais? Parce qu'au Québec, la difficulté, c'est que les gens qui construisent ou opèrent des centres commerciaux, puis les gens qui construisent du logement, c'est pas les mêmes personnes et ils ne se parlent pas. Oui, c'est ça. Donc,
il faut amener ces gens-là à dire, ben écoute, parce que je comprends que la personne qui fait du logement veut pas opérer des centres commerciaux, puis des centres commerciaux, puis la personne qui fait du centre commercial veut pas gérer des logements, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, mais à un moment donné, il faut que ces gens-là se parlent parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que c'est dans la mouvance, ça va arriver, mais ça relève pas juste de la vision politique, c'est dans la force des choses. Non, c'est ça. Puis là, je sens c'est parce qu'on a presque plus de temps, mais je veux dire de quoi, puis j'ai l'impression que ça pourrait nous repartir, là, mais c'est, tu sais, parce que moi, j'habite à Montréal depuis un bout, mais on dirait que moi, ça me rentre pas dans la tête, les espèces de quartiers de banlieue, puis tant mieux, je veux dire, si les gens sont bien là-dedans, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête juste une étendue de maison, puis qu'il n'y a pas de dépanneur, qu'il n'y a pas de café, qu'il n'y a pas de vie, que c'est comme, on va là, on a notre maison, mais là, il faut prendre notre auto pour aller partout. Potentiellement l'auto pour aller chercher. Mais, tu sais, puis c'est pas, là, je ne vante pas nécessairement Montréal, mais c'est l'idée de... J'aime ça comme sortir de chez nous à pied, puis il y a un café, un dépanneur, il y a potentiellement une petite épicerie de quartier, que je peux aller à pied rapidement chercher de quoi, s'il me manque de quoi pour le souper. C'est la dichotomie entre le rêve d'avoir ma maison en banlieue, puis après ça, qu'est-ce que je demande? Du transport en commun, des affaires à proximité, puis tout ça. T'sais. Fait qu'à quelque part, à un moment donné, quand je dis qu'il faut qu'on se responsabilise comme citoyen, puis qu'on comprenne la réalité, c'est ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que la réalité de on n'a plus les moyens d'être chacun chez soi comme on le fait en ce moment avec les mares de bungalow. Puis je vais essayer de me dépêcher parce que je veux pas qu'on déborde. Là, mais, tu sais, il y a une question aussi. Le logement, c'est comme une chaîne alimentaire, puis on l'a oublié. Quand on a fait des bungalows pour les familles, là, on a oublié que les familles allaient vieillir, que les parents allaient devenir des grands-parents, puis qu'ils n'avaient plus besoin ou la force ou les besoins d'avoir une maison à eux tout seuls, que les enfants allaient vouloir partir puis n'avaient pas nécessairement les moyens d'aller en maison. Donc, ça prenait du logement en appartement. Puis là, ben, on est dans des modèles, malheureusement, de ghettos où on fait soit des condos où c'est que les gens riches ont les moyens, soit des trucs pour personnes âgées où il y a juste des personnes âgées puis on n'a plus de mixité. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on fait des choses à loger, à des HLM ou des loyers modiques où là, on retrouve les gens qui ont moins de moyens puis on se crée des ghettos comme ça. Ouais. Puis c'est pas une ville en santé. Fait qu'il faut essayer de casser ces modèles-là pour essayer de revenir à quelque chose d'intéressant collectivement. Oui. Ben écoute, on va arrêter ça là parce que j'ai l'impression qu'on va partir. Ben écoute, moi, tu m'invites puis je reviens, ça me fait super plaisir. Ouais, on a plein d'autres choses à se parler, c'est sûr. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Mathieu. Plaisir de te revoir. Bye.